Dans l'attention générale, on va maintenant entendre Frédéric Petit sur la question de la diplomatie culturelle et d'influence et de la francophonie. Frédéric Petit, c'est à vous. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je vais, comme nous avons déjà beaucoup intervenu, qu'il y a quelques thèmes qui ont été croisés. La dernière fois, nous étions intervenus simultanément, Anne et moi. Je vais essayer d'aller très vite sur les conclusions de façon à ce qu'on puisse reprendre la discussion, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont communes dans les réflexions que nous menons là. Donc je rappelle que le programme 185, il est lié au programme 105 et 151, et il regroupe tout ce qui est de la diplomatie d'influence, c'est-à-dire ce qu'on appelle de temps en temps la soft power, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la représentation, pour le définir en creux, tout ce qui n'est pas de la représentation et de la gestion des postes diplomatiques et des consulats, et tout ce qui n'est pas de la gestion des Français établis hors de France. C'est-à-dire tout le reste, c'est-à-dire l'Institut français, les écoles, la francophonie, la diplomatie économique, le développement du tourisme, etc. Alors, il y a une chose très importante, et on l'a bien senti tout à l'heure, puisque je suis ravi qu'il y ait beaucoup de questions qui aient été posées à Anne et qui concernent le 185. Ça prouve bien que la diplomatie, ce n'est pas uniquement la technique des ambassadeurs, ce n'est pas uniquement la diplomatie, ce n'est pas uniquement gérer la gestion des chancelleries et des consulats. On sent bien tous que c'est quelque chose de plus, surtout quand on représente la France. Ce qu'on appelle la voix singulière de la France, qui s'exprime dans beaucoup d'autres domaines, et qui est quelque chose de global. Je voudrais vraiment revenir là-dessus. La voix de la France est quelque chose de global. Une voix, on la reconnaît, mais on ne sait pas quels en sont les composants qui la diffèrent d'une autre. Et là, c'est pareil. Je suis parfois un peu dérouté quand j'entends qu'on parle il y a une diplomatie économique qu'on confond parfois avec l'aide à l'export. C'est pas ça. Je veux dire, s'il y a une entreprise qui vient dans un pays, c'est pas uniquement bien pour cette entreprise et bien pour la balance extérieure de la France. C'est un tout. C'est un tout. Si on fait venir des étudiants en France, c'est pas uniquement pour qu'ils fassent de la recherche et qu'ils fassent des brevets ici. C'est aussi parce qu'ils vont enrichir, parce qu'on va repartir chez eux. C'est tout ça. Hein. C'est pas différenciable. Donc c'est vraiment une voie singulière. Voilà. Alors il y a deux grandes priorités qu'annonce le ministère, avec lesquelles je suis à peu près d'accord, mais qu'il faudrait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, extrêmement reprendre et approfondir. Ces deux grandes priorités officielles, c'est de rechercher des partenariats de haut niveau et renforcer l'attractivité du territoire. C'est toute la partie remettre la France au milieu du monde, c'est ce qu'on pourrait appeler ça comme ça, et également la recherche de partenariats, c'est-à-dire trouver ces effets de levier dont il faut qu'on parle, qu'on peut critiquer, qu'on peut ne pas critiquer, mais trouver ces effets de levier. On a parlé tout à l'heure d'ambassades qui pallient les manques de moyens avec des actions, et retrouver ces visions de levier. Alors, je crois qu'on peut se retrouver dans ces deux grands objectifs. Je voudrais rappeler un certain nombre de choses qui sont devant nous maintenant. D'abord, il faut avoir une vision politique. Je suis ravi de tout ce qui a été dit tout à l'heure, qui me rend mon discours plus court. C'est effectivement vrai. On sent bien que cette diplomatie aujourd'hui n'a pas de vision à 5 ans, n'a pas de vision à 10 ans, qu'il manque quelque chose, surtout dans la diplomatie d'influence, qu'il manque une vision. On gère... c'est déjà compliqué de faire de la diplomatie en étant des gestionnaires de bâtiments, en étant plombier, etc. Mais faire de la diplomatie d'influence en gérant des opérateurs qui se concentrent et qui se cachent parfois la réalité derrière de la gestion quotidienne de lycée ou de choses comme ça, c'est problématique si on n'a pas de vision. Et je pense que c'est notre devoir à nous ici de donner ces visions et d'y travailler. Alors, je voudrais également revenir sur deux sujets que j'avais bien détaillés la dernière fois. Nous devons faire un effort de redéfinition du périmètre exact des compétences de l'État. Ça, je crois que c'est un travail qui est posé parce que le monde a évolué. Avant, c'était à peu près clair, ce qui est du public, ce qui est du privé. Aujourd'hui, il y a des tas de domaines où, j'ai utilisé une fois cette expression, il va falloir faire de la dentelle pour définir ce qui est du privé de l'État. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec cette expérience dans une ambassade. Je crois qu'on a, dans tous les domaines, on a énormément de travail à faire ici et de définition à approfondir. Et la deuxième chose que je voudrais rappeler pour essayer d'éclairer le débat qu'il y a eu tout à l'heure, on a parlé de pente douce. Donc c'est vrai qu'une pente, c'est deux paramètres. Hein.
Moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut bien avoir en tête. C'est que dans la gestion de l'ensemble de cette action extérieure de l'État, on a toujours affaire à deux choses. On parle de crédits d'intervention. Alors pour ceux qui ne sont pas plongés comme Anne et moi dans ces choses-là, parfois ils entendent intervention au sens large, mais c'est bien deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on a des crédits de structure, on a des crédits d'intervention. Et le ministère, notre ministère, une de ses difficultés, c'est ça. C'est-à-dire que comme il n'a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, comme il n'a pas de gestion globale et comme il ne se défend pas en gestion globale, on lui demande de temps en temps des économies en structure, donc est-ce que je vends, est-ce que je ne vends pas, est-ce que je répare pas, et puis en intervention de l'autre côté. Or, ça doit être la même chose, ça doit être une vision globale. Quand un chef d'entreprise ne dit pas j'achète mes machines et puis j'achète de la matière première, c'est les deux. Donc l'intervention, c'est quoi? L'intervention, c'est qu'on va faire des projets, on va mener des actions, voilà. Et que dans les interventions, nous ayons du cofinancement, nous ayons des effets de levier, ça paraît sain. Ça paraît sain. C'est normal que quelqu'un qui vient en Alliance française pour apprendre le français, qui paye sa quote-part. C'est normal qu'on ait dans le coût du cours de français que celui qui apprend le français, il paye quelque chose, qui paye plus, qui paye moins. Voilà. C'est normal que nous ayons des partenaires essentiels de notre action d'influence qui ne sont pas français, qui sont des structures locales. Je rappelle, parce que ça va être dans le débat tout à l'heure, que les CCI françaises, les CCI françaises internationales, ce ne sont pas des CCI régionales, ce ne sont pas des EPA, ce sont des institutions qui sont de droit local. Okay, et souvent, de droit local, même un peu trouble parfois, hein, que les alliances françaises dont tout le monde parle, les alliances françaises, nous n'avons aucun poids structurel, juridique sur les alliances françaises. Ce sont des associations de droit local. Okay, donc on est en train de faire un rapprochement qui semble évident à tout le monde quand on regarde ça de loin entre l'Institut français, entre l'organisation de l'Institut français et les alliances françaises. On appelle ça le réseau, mais c'est extrêmement compliqué à organiser sur le terrain. Donc toujours avoir à l'idée que il y a une différence orthogonale entre la bonne gestion des structures, des ambassades, des instituts français qui sont parfois aussi magnifiques que des ambassades. Hein. Moi, j'étais en réunion publique dans l'Institut français de Munich avant-hier. C'est magnifique, je veux dire, c'est un bonheur d'être là. L'Institut français de Bucarest, qui a une histoire absolument passionnante, avec le plus grand cinéma de langue française de l'Europe de l'Est, certainement. Donc, il faut gérer en orthogonale ces structures, les défendre, et en même temps, il faut avoir de l'intervention. C'est-à-dire l'intervention, c'est tout le reste. Et c'est ce qui est plutôt géré dans le 185. Je vais aller vite. Alors, il y a quelque chose de très important qui peut nous aider beaucoup aussi, c'est que dans cette visibilité financière à 5 ans, beaucoup des opérateurs qui sont dans ce programme doivent renégocier ce qu'on appelle leur contrat d'objectifs et de moyens, ou leur convention d'objectifs et de moyens, ou leur convention d'objectifs et de partenariat. C'est-à-dire que dans une logique qui est relativement intéressante, ils ont négocié avec le ministère des contrats sur 3 ans, des contrats triennaux de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais avoir comme moyen. Alors moi je suggère, et vous l'aurez dans mon rapport, je suggère une toute petite chose, c'est que Bercy soit assogné et que Bercy signe. Voilà. Ça paraît tout simple, ce n'est pas fait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'AEFE, pour ne pas la nommer, signe un contrat d'objectifs et de moyens de 3 ans en 2015. Joker, je ne sais plus si c'est 15 ou 16 parce que c'est trop triennal, en 2015 ou en 2016, et elle signe, elle dit voilà, je vais faire ça, je vais créer mon réseau d'alumni par exemple, qui est une très très bonne idée. Enfin, elle s'engage d'un côté, de l'autre côté on lui dit voilà les moyens que vous aurez, et ça c'est le ministère des Affaires étrangères qui lui dit. Voilà. Et puis l'année d'après, Bercy dit non. Voilà, donc Bercy n'est pas signataire des contrats d'objectifs et de moyens. Donc, première chose qu'on a déjà dit avec la présidence, c'est qu'il faut que nous soyons en amont de ces contrats d'objectifs et de moyens. Donc, ça peut être des groupes dont on a parlé. Et deuxièmement, il faut que Bercy soit signataire de ces contrats d'objectifs et de moyens. Ça me paraît quelque chose de très important. Je rappelle des efforts de rationalisation. Alors, je vais revenir quand même parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a quand même Je n'ai rien rajouté sur l'AEFE, sur ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, si vous voulez discuter, vous pouvez poser des questions sur ce que j'ai annoncé sur l'AEFE. Je reprendrai peut-être les 3 points, mais pour aller vite. Je voudrais quand même revenir sur des choses qui sont très intéressantes. D'abord,
je suis d'accord qu'on va surfer peut-être, qu'on va essayer de créer quelque chose, qu'on va prendre un élan, qu'on va faire des initiatives. Je pense vraiment, et je crois qu'Anne me rejoindra, et que Beaune aussi me rejoindra, et que M. David aussi me rejoindra, on n'a pas besoin de 5 ans, c'est pas quelque chose, il faut partir dans 5 ans, mais on a quand même besoin de quelques semaines et de quelques mois pour faire du travail précis. Ce sont des grosses machines, il faut vraiment tirer les ficelles, qu'on les tire à plusieurs, ça sera très bien. Je suis ravi des missions qu'on va avoir, ça va être quelque chose de passionnant. Mais je crois aussi qu'il faut faire attention, il y a parfois des choses qu'on découvre et qui marchent bien. Alors il y a des choses qui marchent bien, il y a des réorganisations qui ont été exemplaires. Expertise France, et alors c'est pas très important, Expertise France, mais Expertise France, on a là quelqu'un, c'est lié à la personnalité, je pense, de cette personne qui était avant plus ou moins de l'autre côté, et puis qui a dit, moi je veux bien essayer de faire ça, et qui l'a fait. C'est extraordinaire. Elle a récupéré dans tous les ministères tous les experts internationaux qui traînaient dans les placards. Je dis dans les placards, parce qu'il y en avait qui étaient... Vous savez, chaque ministère envoyait des experts internationaux pour aider un pays dans tel domaine, etc. Ils étaient, je dis de tête le schéma de transformation que j'ai eu, je crois qu'ils étaient une quinzaine. Voilà. Et ces 15 ministères, il y a eu tout un effort, et ils ont créé un nouvel établissement public, qui est maintenant un établissement public, qui demande 0 à l'État aujourd'hui. La seule chose qu'il demande à l'État, sur un budget de 200 millions, c'est je vous demande à l'État 12 millions de commandes. C'est-à-dire Expertise France dit à l'État, je n'ai pas besoin de financement parce que nous sommes des experts, nous travaillons correctement. Il y a eu un énorme effort de ressources humaines. Je suis tout à fait d'accord avec Jacques et avec Anne que peut-être que ce qui manque à notre ministère, c'est une gestion dynamique des ressources humaines, des pyramides d'âge, des compétences. Expertise France a fait évoluer ses compétences. Il avait des gens qui géraient, qui étaient des experts de l'agriculture, et il a dit, qui disaient, mais on n'a pas le même travail. Il disait, si, on a le même travail, on est tous des gestionnaires de projets. Donc ça veut dire qu'il faut des gestionnaires de projets, donc il faut faire évoluer les compétences. Voilà. L'autre cas qui a aussi bien réussi, c'est Atout France. Atout France, c'est une structure qui a... alors c'est parfois plus anecdotique pour certains, mais c'est important que c'est quand même une centaine de milliards en France, une centaine de milliards de millions de touristes et une cinquantaine de milliards de retombées, ici, en euros. Et c'est une petite structure qui a aussi fait évoluer plusieurs autres structures, et là qui est très intéressante dans ce que je disais quand je dis il faut faire de la dentelle pour le rapport entre le public et le privé. Ils ont vraiment réussi à associer tout le monde, y compris des grands groupes hôteliers, alors qu'ils sont un épique. Ils arrivent à faire un travail qui est complètement homogène avec des régions. Il y a des régions, il y a une ribambelle de statuts différents, et ils arrivent à travailler tous ensemble et à faire un travail qui est remarquable d'efficacité. Oui, on va passer aux questions. Je rappelle juste les trois points que j'avais, parce que je sais que c'est un sujet important sur la francophonie et sur l'AEFE, donc l'Agence de l'éducation. Je rappelle qu'il faut faire très exactement la différence entre l'enseignement français, l'enseignement du français et l'enseignement en français. Je crois qu'il faut maintenir notre socle d'enseignement français, que c'est quelque chose que nous devons à nos concitoyens établis à l'étranger, mais que cette mission, même si elle est proportionnellement chère, il faut la maintenir, mais qu'elle n'est pas à l'échelle des défis et de l'agilité que doit avoir la diplomatie francophone, où là on parle de dizaines de millions de gens qu'il faut aller chercher, à qui il faut apprendre à mieux parler français, qu'il faut développer. Et là encore une fois, on a parfois quelque chose qui est du domaine de la méthode, c'est-à-dire qu'on reste bloqué sur les problèmes de l'AEFE, qui sont multiples, qui sont nombreux, mais qui nous cachent derrière ce qu'on pourrait faire. En particulier toute la problématique aujourd'hui des établissements homologués et des établissements conventionnés n'est perçue par le ministère que comme des futurs EGD, alors que pour moi, c'est l'outil de demain pour avoir des centaines d'endroits où on apprend en français. Où on apprend en français, pas où on apprend le français, mais où on apprend en français. Voilà. Comme pour Anne, mon rapport est déjà disponible, mais il va être changé dans la journée aussi. Donc si vous pouvez attendre la fin de l'après-midi pour aller le retirer sur les machines qui marchent bien, voilà. Et je prends les questions.
Merci beaucoup, Frédéric Petit. Mireille Clapeau.